Retour à Tahiti, à l'hôpital du Tahaone. Lorsque les adoptants confondent abandon et fahamu, les relations se tendent. Pour les dénouer, Marc Pugibet, assistant socio-éducatif, fait régulièrement un point avec l'équipe de l'hôpital. Pour éviter que des projets d'adoption ne soient abandonnés, la loi française a introduit un dispositif spécifique en Polynésie. Les parents biologiques peuvent reprendre leur enfant jusqu'à ses 2 ans s'ils estiment que les règles du fahamu ne sont pas respectées. Il y a quand même 2 ans d'attente avant qu'il y ait officiellement une procédure d'adoption qui soit lancée. Donc 2 ans déjà, c'est long. C'est une attente qui est interminable, autant pour les parents biologiques que les parents adoptants, parce qu'à tout moment, c'est comme une épée de Damoclès pour le couple adoptant, la décision de mettre fin au projet d'adoption, il peut tomber à tout moment, quoi. Moi, le fahamu, il n'y a pas de coupure entre la mère biologique et l'enfant. Donc j'aimerais bien qu'on puisse en discuter ensemble. C'est-à-dire qu'effectivement, les familles polynésiennes, elles attendent à ce qu'il y ait un maintien des liens. Oui. C'est un don avec un contre-don. Le fahamu, c'est nourrir l'autre, donner à manger. La maman biologique ou le couple adoptant doivent déjà au préalable apprendre à se connaître, qu'il y ait de la confiance. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui rend difficile un peu notre travail d'accompagnement sous l'adoption en Polynésie, c'est de scinder vraiment la notion du fahamu, qui est le fait de confier, de l'adoption, qui est le fait de donner. Parce que c'est deux choses. Beaucoup de familles polynésiennes pensent que l'adoption est la traduction de fahamu. Enfin, ils le voient comme c'est la même chose. Et ils ne font pas forcément la différence. Et quand on en parle et quand on explique les différentes procédures, souvent ils découvrent que c'est pas en fait ce qu'ils attendaient du fahamu traditionnel. Je pense que chacun... Cette équipe sert d'intermédiaire pour éviter que les conceptions occidentales et polynésiennes ne s'affrontent. Car dans les années 1950, avec l'arrivée d'une nouvelle population venue travailler au centre d'essais nucléaires, la notion d'adoption définitive débarque et bouscule l'essence même du fahamu. Aujourd'hui encore, des incompréhensions demeurent. En maternité, on reçoit des patientes qui accouchent et ont pour projet de donner le bébé qu'elles ont mis au monde à des candidats à l'adoption. Et les 2 parties se retrouvent en maternité. Et c'est vrai qu'on a déjà eu à constater que les relations entre les 2 parties n'étaient pas toujours évidentes. Parce que j'ai vu que les projets d'adoption qui n'ont pas abouti, c'est parce que justement le couple adoptant était trop, la peur, beaucoup de peur que l'autre ne donne plus. Trop de pression. Tout à fait. Soit au début ça se passe bien, c'est-à-dire il y a cette relation de confiance et que le projet est bien ficelé. Normalement, quand le projet est bien ficelé et qu'il y a de la confiance, il n'y a pas de souci par la suite. Mais si le début, il y a de la peur, il y a de la pression, il y a les avocats, moi je dis de suite, il y a la famille aussi, la famille élargie, oui, qui joue aussi un sacré rôle dans ces abandons de projets. Lorsque le processus du fahamu est rompu, le service social intervient aussi pour accompagner les familles. Il aide actuellement Gaëlle, une métropolitaine venue à Tahiti dans l'espoir de devenir maman. Donc nous, effectivement, on a rencontré une mamie. Les grand-mères sont très importantes ici. Une grand-mère dont son fils allait avoir un 2e enfant. On l'a rencontrée en faisant un quartier social, puisque en fait ça se passe comme ça. On va à la rencontre des Polynésiens et on discute avec eux, et c'est en discutant avec eux que parfois une situation se déclare. Cette grand-mère trouvait que son fils avait déjà du mal avec une enfant d'1 an et demi à s'en sortir, et que ce bébé qui arrivait allait vraiment mettre en péril encore plus leur famille, à cause évidemment de problèmes financiers. Et du coup, on a pris contact avec ce papa biologique qui, lui, voulait confier. La maman n'était pas prête.
Donc ça s'est arrêté là, moi j'ai continué les recherches et puis 1 mois et demi après, elle m'a rappelé en me disant, elle était enceinte de 8 mois, en me disant Gaëlle, si tu n'as pas encore trouvé de bébé, appelle-nous, rappelle-moi parce que nous ça devient très compliqué et je pense que financièrement ça va être trop compliqué pour nous. Du coup on s'est rencontrés, on a passé pas mal de temps ensemble. On a appris à se connaître, on a effectivement discuté de notre vision de l'adoption FAMU, être sûr qu'on était d'accord sur le principe. C'est vraiment créer une famille différente, et nous on imagine ça comme ça, créer une famille avec la famille biologique, et nous, on devient une famille un peu plus grande. Donc voilà, on a fait connaissance, ça s'est plutôt bien passé, les parents avaient l'air, surtout la maman, très déterminée à nous confier cette petite fille. Le bébé est arrivé. La maman qui ne voulait pas s'en occuper a dû s'en occuper. Puisqu'ici, en fait, à l'hôpital, les parents adoptants sont considérés comme des visiteurs. Donc on ne peut pas dormir ici et on ne peut pas être là le matin pour s'occuper du bébé. On ne peut arriver qu'à partir de midi. Donc la maman biologique a dû se retrouver à dormir avec la petite la première nuit, s'en occuper le lendemain matin. Et ce qui est arrivé était plutôt une suite logique, c'est-à-dire qu'elle s'est retrouvée à s'attacher au bébé et à ne plus pouvoir nous la confier, évidemment. Donc voilà, tout ça a fait que l'adoption a échoué. Et du coup, c'est dur parce qu'évidemment, pendant 2 jours, on croit qu'on a un bébé et puis on n'en a pas. Et ce qui est surtout super dur, c'est... parce que nous, à la limite, c'est dur, mais... on s'en remet, on fait notre travail de deuil, etc. Mais c'est de savoir que cette petite, aujourd'hui, elle a peut-être pas tout ce qu'il lui faut, puisque c'était pour un problème financier. Et que, voilà, quand on est parti de l'hôpital, elle avait plus de couches. La maman l'a allaitée, du coup, parce que je pense qu'elle n'aura pas les moyens de lui acheter du lait. Et nous, c'est un peu ça, c'est ça qui nous tord un peu les boyaux, c'est se dire, cette petite, est-ce que ses parents, même si je peux comprendre que la maman, c'était super dur pour elle de nous la confier, mais est-ce qu'ils ont fait le bon choix? Parce que sa grande sœur, déjà, était en grande difficulté. Et moi, ça me fait de la peine parce que je laisse une petite fille et je suis pas sûre qu'elle va avoir tout ce qu'il faut pour grandir, quoi. Pour Sophie Vergne, l'assistante sociale de l'hôpital, ces changements de cap de dernière minute sont fréquents. Ce matin, elle doit justement rendre visite à une jeune maman qui a accouché quelques jours plus tôt. On va prendre une serviette, dépanner les parents. Mais avant, elle pioche des vêtements dans les réserves de l'hôpital pour habiller le nouveau-né. Alors en fait, ce bébé, le projet pour lui, c'était de partir en adoption avec un couple de métropolitains. Et donc, cependant, les parents biologiques se sont rétractés par rapport au projet initial. Ils ont souhaité, au final, à la naissance de bébé, garder cet enfant-là. Et le couple de candidats à l'adoption avait prévu du linge pour cet enfant. Et dans la rupture du lien entre les deux parties, ils ont souhaité récupérer le linge, je pense plus symboliquement que par réelle volonté de retirer le linge, mais c'était une manière aussi de couper et de cesser le projet. Symboliquement, c'était fort. Donc du coup, voilà, je vais en maternité, je vais trouver cette maman biologique et je vais lui revêtre du linge, parce que c'est une maman qui a peu de moyens, qui dépend beaucoup de sa famille pour vivre. Et donc voilà, je pense que le linge pourra lui être utile. Bonjour. C'est Annie. Oui. Du coup, je viens de voir pour faire le point concernant la dame au 1067.
Donc du coup, c'est confirmé qu'elle garde bébé avec elle. Hein. Ok, d'accord. Voilà. Nous, demain, on a une réunion avec le centre de protection infantile. Donc, on parlera de la situation de telle manière à ce qu'ils puissent aller à domicile et puis assurer un soutien, une vigilance, hein, parce qu'il y avait quand même quelques petites inquiétudes sur le devenir de ce bébé, sachant qu'il n'était pas prévu qu'il le garde initialement. Voilà. Est-ce que toi, tu la trouves un petit peu plus investie? Oui, quand même. Oui, d'accord. C'est mieux que le début. D'accord. Ok, elle est plus présente dans la chambre. Oui. Elle assure les soins de bébé. Oui. D'accord, ok. Et puis maintenant, elle allait parce qu'au début, c'était elle donnait le biberon. D'accord. Et du coup, elle a changé d'avis. Maintenant, elle allait. Ah, c'est bien. Donc, elle a visiblement, elle investit plus ce lien-là. Bon, bah super. Bonjour. Sur les hauteurs de Tahiti, Nolan, lui, poursuit l'exploration de la maison de sa deuxième famille. Où tu vas? Car tu vas préparer 100 secondes? Tu fais un 180? 180. Après 3 années de recherche difficiles, James et Sylvain sont enfin devenus parents. Tu as mangé mon Pikachu? Oui, on a eu de la chance puisque la mère en fait bénéficie de cours de sage-femme et puis ça s'est tellement bien passé avec la sage-femme que j'ai pu participer à toutes les séances, notamment pour la préparation des biberons, le bain, le change, etc. Ça nous a beaucoup aidé puisque finalement on n'y connaît rien à la base, quoi. On a aussi été aidé par les infirmières de l'hôpital hein, qui nous ont beaucoup conseillé sur la préparation des biberons et puis tout ce qui va avec. Voilà. C'est quoi ça? Hein? Nolan, c'est un bébé sourire, c'est un bébé qu'on vient d'adopter. Ça a commencé déjà par une grande aventure, une expérience professionnelle sur l'île de Réa. Et puis, j'ai rencontré des gens super qui m'ont fait découvrir sa famille. Et puis, nos routes se sont croisées en septembre avec sa mère biologique. Et puis, on ne s'est plus quitté jusqu'à maintenant. On a mis du temps à avoir la chance d'avoir un petit bébé pour nous. C'est assez complexe parce que on peut comprendre que les jeunes filles qui ont des bébés, ça se donne pas comme ça, c'est pas un instrument, quoi. Nous, on a de la chance de l'avoir, comme lui, il a de la chance effectivement de nous avoir. C'est quelque chose de formidable. Ça nous a changé notre vie quand même. Hein. Pour adoucir celle de Nolan, sa maman l'a confiée à James et Sylvain. Manger du chocolat. Voilà. Jusqu'à ses 2 ans, les deux familles se partagent les décisions le concernant. Hop. Le but, réaliser une adoption tout en douceur. On a demandé une délégation d'autorité parentale. Et en fin de compte, en Polynésie, même en métropole, je pense, c'est que l'enfant peut être vraiment adoptable, on va dire, à l'âge de ses 2 ans. Donc pour l'instant, on est passé devant un juge. Et donc le juge on a passé avec sa maman, avec sa mamie, pour voir un peu les conditions. On a eu une enquête sociale qui sont venus à la maison, pour voir dans les conditions de vie si on avait la possibilité d'élever un enfant correctement. Et donc du coup, on est passé au jugement et on a eu la délégation d'autorité parentale pour les 2 ans. Et donc le 23 décembre 2019, on fera l'adoption plénière. Donc l'adoption plénière, c'est une adoption qui donnera vraiment, l'enfant il sera sous notre nom, puisqu'on est mariés, donc on a le même nom, et il pourra bénéficier de tout ce qu'on aura appris plus tard.
C'est ça qui est génial. Ce petit enfant, il a un parcours de vie, il faudra bien lui expliquer, qu'il comprenne un jour, quoi. Même si on est ses deux papas aujourd'hui, ben, il a une maman quand même qui existe. Et... donc voilà. Avec ton dad. Alors moi c'est papa. Et moi c'est dad. C'est dad. C'est bébé avec qui, hein? C'est bébé avec qui? Oui, c'est en âge de comprendre, on va lui expliquer les choses et puis je pense qu'on retournera sur son île d'où sa mère vient pour lui expliquer et puis pas perdre ses racines surtout. Voilà. Il est déjà excité de partir. Allez, hop. Très présent aux côtés des enfants défavorisés, Henri Cornette de Saint-Cyr a vu la tradition du Fahamou perdre peu à peu de son sens originel. Ce qui est fondamental, c'est que l'enfant doit connaître son histoire, doit connaître ses racines. S'il ne les connaît pas, il ira les chercher. Donc il me semble fondamental que les parents adoptifs s'engagent très très vite, dès que l'enfant est en âge de comprendre, à lui expliquer d'où il vient, qui il est. À l'inverse, lorsqu'un enfant découvre qu'il n'est pas, que ses vrais parents ne sont pas ceux avec lesquels il a grandi, on peut imaginer les dégâts que ça peut faire, parce que ça peut être même vécu comme une trahison, comme quelque chose, comme un non-dit. C'est terrible. Je pense qu'il ne faut rien cacher à un enfant. Il faut au contraire lui dire la vérité. Et c'est dans cette démarche qu'on doit élever et qu'un enfant peut évoluer normalement. Adopter ne signifie pas tirer un trait sur sa famille biologique, bien au contraire. Car la quête identitaire intervient chez tout enfant polynésien adopté, puis parti en métropole. Une phase délicate de son adolescence qui peut très bien ou très mal se passer. J'ai eu le cas d'un garçon qui a grandi en France, en métropole, qui est revenu en Polynésie sur le tard. Il a eu une adolescence très difficile. Et lorsque cet enfant est arrivé en Polynésie, il s'est jeté dans les bras de sa famille biologique qu'il avait sans doute fantasmé et imaginé que tout à fait autrement. Cette famille était une famille pauvre, qui était ce qu'elle était, mais l'enfant évidemment a été déçu parce qu'elle ne correspondait pas du tout à son fantasme. Et le décalage de l'éducation était tel que cet enfant, en retrouvant ses racines, retrouvait un équilibre et est reparti avec ces mêmes difficultés. C'est surtout ça qu'il faut éviter. Moorea, l'île couronnée de ses pics majestueux. Sur le ferry qui traverse le chenal entre les deux îles, il y a Barbara. Cette Polynésienne de 47 ans est la 11e enfant d'une fratrie de 12. Adoptée à la naissance, Barbara a grandi en métropole aux côtés de ses parents Fahamou. Mais elle est revenue s'installer sur sa terre natale en 2007 et retourne régulièrement voir sa famille au sud-est de l'île. Là, on va à Matea voir ma maman biologique, Joséphine. Même si j'ai pas grandi avec maman, il y a quand même quelque chose, donc on est très contente de se voir. Mon adoption s'est faite déjà d'une parce que mon papa et ma maman Fahamou ne pouvaient pas avoir d'enfants. Ma maman biologique était enceinte et donc ils ont demandé l'enfant qu'elle attendait. J'ai été adoptée à 9 jours. On est resté ici 5 ans et après on est parti.
Maman, mon frère. À l'âge de 19 ans, j'étais factrice dans les Bouches-du-Rhône et un jour, il y a un spectacle de danse polynésienne. Et ce soir-là, une des danseuses, avant que le spectacle ne commence, elle est venue me voir et elle m'a dit « Tu ressembles à ma cousine ». Et comme je connaissais mon nom de naissance, je le lui ai dit et elle m'a dit « On est vraiment cousines » parce que sa maman, c'était la sœur de ma maman. Donc c'était mon premier contact avec ma famille biologique. Et puis après, je suis venue ici en vacances. Et au bout d'un mois de vacances ici, on s'est dit on va venir s'installer ici. Je suis chez moi. Dans un an, j'ai dit à ma famille en partant, je serai là, je reviendrai. Et j'ai tout abandonné en France et je suis venue m'installer ici à 11 ans. J'ai 12 enfants. J'ai 10 nets vivants et 2, comment on dit ça, j'ai fait 2 fausses couches. Voilà. Un enfant chez les Tahitiens, ça ne donne pas comme ça. Mais comme elle m'a dit, toi, tu as beaucoup d'enfants, tu ne voudras pas donner cette fille-là à ma copine? Ah oui, elle était contente. Hein. Ah, même elle m'a remis une somme de 4 000 francs. J'ai dit, j'ai pas besoin, madame, gardez vos sous. Elle était contente. Et de temps en temps, ils venaient me chercher pour monter chez eux, voir ma fille. Oui. Ma fille toute belle dans son berceau papa, comme on dit, quoi. Là. Ouais. C'est génial. Et toi, mon frère? Oui, ça va. Oui. Ça va, ça tombe bien. Bah écoute, je viens. Ça, c'est André, mon grand frère, en âge. Yorana. Non, c'est pas vrai. Déjà, quand je suis arrivée ici, c'est comme si tout se remettait en place. C'est mon petit frère, mon grand frère, ma maman. C'est, je sais pas, c'est ma famille, c'est normal. Tu te rappelles ce que tu m'as dit quand je suis descendue du bateau? Déjà, tu m'as pas vue. Ouais. Ouais. Pourquoi tu m'as pas vue? Bah parce que je regardais ailleurs. Ouais. Je ne savais pas que c'était toi. Voilà, il s'attendait à avoir une blanche blonde. Voilà. Parce que j'avais grandi en France, il s'attendait à avoir une blanche. Voilà. Mais non. Je regardais ailleurs. C'est une évidence pour moi. J'ai toujours su que j'étais adoptée, que j'étais Fahamou. J'ai toujours su mon nom de naissance. Ils ont dû me le raconter depuis toute petite, au même moment que de m'apprendre à marcher ou à parler. J'avais pas de problème identitaire comme on peut entendre avec tous les enfants Fahamou. Ma famille adoptive était géniale. J'ai eu une super bonne éducation. J'ai eu des parents qui m'aimaient. Et comme je ne connaissais pas le principe du Fahamou, pour moi j'étais adoptée. Donc comme partout dans le monde, un enfant adopté, c'est un enfant que l'on abandonne en quelque sorte. Moi j'ai grandi sans problème. J'ai toujours su que j'étais adoptée. Donc non, ça ne me posait pas de problème. Donc je ne me suis jamais cherchée. Et puis j'ai trouvé par hasard ma cousine, et puis j'ai trouvé ma famille biologique, et puis les choses se sont enchaînées, mais sans vraiment que je les ai cherchées. Ça s'est fait comme ça, naturellement. J'aime bien prendre l'exemple du jeu de Tetris. C'est comme si toutes les pièces étaient emboîtées. Sans m'en rendre compte, depuis 36 ans, en fait, elles n'étaient pas emboîtées du tout. Et là, ici, tout est rentré dans l'ordre. Je me suis découvert, je savais qui j'étais et pourquoi j'étais comme ça et où était ma place. Non. Mais quand je vois maman et je la vois parler et je la vois vivre, je me dis qu'en fait, mon caractère vient de ma mère. On est pareil, en fait. Comme on dit ici, taporo, taporo, un citronnier, ça donnera toujours des citrons. Et je suis bien le citron de ma maman, en fait. On est bien pareil. Apa. Alors, les 3 frères? Oui. Ok. Ma maman. Frère. Merci pour le mât.
Pas du tout. Oui. Pas du tout. Là. Allez, bisous. Ah, dans 15 jours? Oui. Le 5. Le 5. Y a pas de problème. Là. Au revoir, maman. Je t'aime, maman. Pour Barbara, après 30 années passées en métropole, c'est un retour aux sources réussi. Au cœur de Rangiroa, sur le motu familial, Ulysse et Roméo vivent pleinement le Fahamou entre parents biologiques et adoptants. Puis les enfants jouent ensemble, les enfants ils ont la chance de connaître leurs frères, leurs sœurs, tu vois, au moins c'est clair dans leur tête de savoir d'où ils viennent, de savoir qu'ils ont deux familles. Oui. Et tu vois, moi je me dis souvent que quand ils vont grandir, dans leur quête identitaire, quand ils vont se demander d'où je viens, ce sera plus facile pour eux si un jour ils ont des questions à te poser. Ou... Tu vois, l'autre jour c'était rigolo, j'ai demandé à Roméo, parce qu'on parlait de ça, il avait fait un truc à l'école, et je dis, mais toi Roméo, tu te sens popa ou tu te sens polynésien? Il m'a regardé comme ça, il m'a dit, mais moi maman, je suis polynésien. Ah, et là j'étais heureuse qu'il me fasse cette réponse, c'est-à-dire que même s'il est élevé dans notre culture occidentale, cet enfant, il sera toujours polynésien, et il sait d'où il vient, tu vois. Et moi je reste convaincue, pour un enfant c'est très important de savoir tout à fait. D'où tu viens, tu vois. Oui, on a toujours gardé ce lien jusqu'à aujourd'hui. Hein. Même des fois on s'engueule, hein, comme dans les familles. Oui, voilà. Comme dans les vraies familles. Ben hein. oui, si on s'engueule, c'est que plutôt quelque bon part, signe. voilà, c'est bon signe, il y a de l'amour. Il y a de l'amour. Toi, nous, on a toujours voulu que les choses soient claires avec les enfants, et je crois que c'est important pour eux. Ouais. Roméo, il en parle beaucoup. Hein. Il a dit l'autre jour à son copain, moi j'ai deux papas et j'ai deux mamans. Ah, il a dit ça. Ouais. Il avait 2 ans et demi, je crois. La première fois qu'il m'a dit, ah mais maman, j'étais dans ton ventre quand j'étais petit. Et là, j'ai dit, ouais, ça, non, m'as dit. non, comment te dire? Il dit, mais non, t'étais dans le ventre à Mama Tepo et tu sais, on a vu les photos et tout. Et là, tu vois, en fait, je pense que les enfants, quand tu leur dis les choses telles qu'elles sont, et ben en fait, ils acceptent, et je crois qu'ils posent les questions que quand ils sont prêts à entendre la réponse finalement. Confiance, attention et partage sont les piliers du Fahamou. Cette tradition est une chance pour les enfants si la distinction entre parents qui ont donné la vie et ceux qui les élèveront est faite. Mais aussi si le dialogue reste constant entre les deux mondes dans lesquels ils grandiront. Pour les familles polynésiennes, comme pour les familles adoptantes, c'est un choc des cultures qui se joue. La Polynésie n'est pas un Eldorado pour parents qui désirent adopter. C'est une terre où parents biologiques et parents Fahamou s'unissent pour former ensemble une nouvelle famille.